But one of the issue for France is that Un des problèmes pour la France est qu'ils sont présents dans la région depuis de nombreuses années. Ce n'est pas seulement après la chute de Kadhafi et le chaos qui a suivi dans la région, mais depuis plusieurs décennies. Ils continuent de prétendre que le pays est pauvre. S'ils sont présents dans la région depuis 60 ou 70 ans et qu'ils prétendent toujours que le pays est pauvre, malgré le fait que le pays produit beaucoup de matières premières pour la France, alors il y a clairement un problème. Quelqu'un ne paye pas la somme qu'il devrait. C'est ce qui entraîne un sentiment anti-français. Ce n'est pas nécessairement dirigé contre le peuple français, mais contre l'élite politique. Ils permettent l'exploitation sans garantir un retour équitable au sein du pays. elite that allow the exploitation without a fair share of return within the country. Bonjour à tous, je suis Pascal de l'Institut des études sur la neutralité. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le docteur Jonathan Pamissi, qui a obtenu son doctorat en géologie économique et en géochimie plus tôt cette année à l'Université Monash en Australie. Jonathan, félicitations pour cette réussite. C'est toujours une étape importante. Jonathan réside actuellement en Suède, mais il est originaire du Congo. Il est né et a grandi en République démocratique du Congo, où il a étudié à Lubumbashi, la deuxième plus grande ville du pays. Il a travaillé dans l'industrie minière pendant 7 ans avant de retourner à l'université. Jonathan m'a contacté car il souhaitait mettre en évidence le lien crucial entre la politique mondiale et les ressources minérales. Comme nous le savons tous, une grande partie des 600 dernières années de relations internationales a été marquée par l'exploitation coloniale européenne d'autres régions. Le continent africain a été le plus durement touché, d'abord en étant exploité pour ses ressources humaines et le commerce des esclaves, puis pour sa richesse minérale. Cette exploitation s'est produite soit directement par le biais de systèmes coloniaux, soit, après les années 1960, par le biais de pratiques à un accent aigu colonial. Ces pratiques ont essentiellement dépouillé le continent de sa richesse au fil du temps. C'est le sujet que nous souhaitons discuter aujourd'hui. Merci, Jonathan, de m'avoir rejoint aujourd'hui. Alors, Jonathan, commençons par ton parcours et ta patrie. Tu viens de la République démocratique du Congo et tu as poursuivi tes études dans une ville minière. Peux-tu nous dire comment tu as fini par travailler dans le secteur des ressources minérales? Comment ce secteur impacte-t-il le Congo? De plus, est-ce que l'Occident exploite toujours les ressources minérales de ton pays natal aujourd'hui? Yeah, so I am born and raised in Lubumbashi, which is a city in Oui, je suis né et j'ai grandi à Ogunbashi, une ville de la région du Katanga. C'est la principale ville de la région. Ma maison d'origine se trouve dans l'est du Congo, plus précisément dans les Kivus. Cette région est probablement bien connue aujourd'hui en raison des conflits en cours. Cependant, c'est une belle région avec des montagnes. Les grands gorilles, les dos argentés dont vous avez peut-être entendu parler, sont originaires de cette région. J'ai fréquenté l'université de Lubumbashi. Le choix de mes études a été grandement influencé par le principal moteur économique de la région, qui est l'exploitation minière. Ceux qui sont familiers avec la région connaissent probablement la société minière d'État appelée Gécomine. Cette société était l'une des plus grandes compagnies minières d'Afrique du 19e siècle jusqu'aux années 1960 et 70. L'industrie minière joue un rôle important dans l'économie. Après 1885, suite à la conférence de Berlin, le Congo est devenu la propriété du roi Léopold II. Les premiers géologues qui ont visité le Congo, en particulier la région du Katanga, ont inventé une expression qui est encore utilisée aujourd'hui. Ils ont appelé le Congo un scandale géologique. Cela s'explique par le fait que, contrairement à d'autres régions du monde où les gisements sont généralement profondément enfouis, de nombreux gisements de cuivre et d'or au Congo étaient simplement à découvert. À cette époque, il n'était pas nécessaire d'être un expert pour découvrir des gisements de minerais. Ces gisements n'avaient pas été beaucoup exploités, même par les autochtones. Cependant, il y avait déjà une faible activité minière de cuivre avant la colonisation. Copper mining already before colonization. So the Congo always has been rich of these minerals, and then this was one of the main reasons why. Le Congo a toujours été riche en ces minéraux. C'était l'une des principales raisons pour lesquelles les Belges l'ont exploité de manière intensive. Ils étaient extrêmement brutaux dans l'extraction de ces métaux. Mais ressentez-vous encore les effets de cela aujourd'hui? De plus, est-ce que cela a entraîné des problèmes géopolitiques au sein du Congo? Geopolitical problems inside the Congo.
I guess to put things in context, we can go back as far as, the Pour mettre les choses en contexte, nous pouvons remonter jusqu'au XVIe siècle pour comprendre pourquoi la situation actuelle est telle qu'elle est. Du XVIe au XIXe siècle, il y a eu une longue période de commerce d'esclaves. Pendant cette période, la main-d'œuvre était la ressource la plus importante pour transformer l'énergie en travail et produire des biens. Ensuite, au XVIIIe siècle, a commencé la révolution industrielle. C'était l'époque de James Watt, un inventeur britannique. C'est à cette époque que l'utilisation des métaux s'est répandue. C'était la période où les ressources minérales sont devenues extrêmement importantes. Ensuite, il y a eu une période de colonisation de la fin du XIXe siècle aux années 1960. En fait, si nous examinons l'utilisation des métaux au cours du dernier siècle, nous constatons que nous avons utilisé plus de métal au cours des 100 dernières années que pendant toute l'existence de l'espèce humaine sur Terre. Cette augmentation a été largement stimulée par la révolution industrielle. L'utilisation des métaux et d'autres ressources minérales a augmenté de manière exponentielle pendant cette période. Chaque étape de la révolution industrielle, de la machine à vapeur au charbon, puis au pétrole et enfin à l'énergie nucléaire, a contribué à cette augmentation. Coal, and then you went to oil and nuclear today, and today we are now transitioning to what we call Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à ce que nous appelons la transition énergétique, où nous avons besoin de métaux que nous appelons les métaux verts. Le premier commerce d'esclaves fut une période terrible de l'histoire humaine, véritablement inqualifiable. Par la suite, nous sommes entrés dans l'ère de la colonisation au XIXe siècle, plus précisément vers la fin du siècle. Cette époque a également connu des rapports très terribles. Ceux qui ont lu « Au cœur des ténèbres » de Joseph Conrad comprendront. Conrad, que je crois être un chroniqueur et écrivain du New York Times, était initialement censé écrire un article glorifiant la colonisation belge. Cependant, après avoir été témoin des atrocités commises au Congo sous le règne du roi Léopold II, il fut choqué et ne put rien écrire de positif sur la colonisation. Pendant cette période, le caoutchouc était l'une des marchandises les plus importantes, avec l'ivoire. Avec le développement des véhicules, le caoutchouc est devenu une marchandise cruciale pour la fabrication des pneus. Le roi Léopold II a essentiellement pillé le pays. Contrairement à l'Amérique du Nord et du Sud, où le caoutchouc était principalement cultivé dans des plantations, au Congo, nous avions du caoutchouc sauvage. Ce caoutchouc poussait naturellement dans la forêt. C'était également le cas dans plusieurs pays d'Afrique occidentale et centrale, où le caoutchouc sauvage était prêt à être récolté. Western and Central African country where there was just wild rubber that was just ready to be harvested. It is estimated that during the tenure of King Leopold, about half of the population was decimated because there was. On estime qu'environ la moitié de la population a été décimée pendant le règne du roi Léopold. Cela était dû aux punitions infligées à quiconque ne parvenait pas à atteindre son quota quotidien. Le nombre est estimé à environ 10 millions de personnes. Cela donne un peu de contexte sur la transition de l'esclavage à la colonisation, puis à la post-colonisation. À l'époque de la post-colonisation, les colonies, qui étaient essentiellement des entreprises avec leur siège dans les pays colonisateurs, ont subi un changement. Les Congolais ont tenté de reprendre le contrôle de leurs ressources nationales. Cela a conduit à la nationalisation de tous les actifs des entreprises colonisatrices. Cependant, cela n'a pas nécessairement abouti à un résultat positif pour la population locale pour plusieurs raisons. Une raison était l'inexpérience des personnes qui ont pris le relais. Une autre était la poursuite de la colonisation, car ceux qui ont pris le pouvoir étaient essentiellement des marionnettes des colonisateurs. Enfin, il y avait un manque de vision ou de planification. And also, basically the lack of vision or the lack of plan, simply. Donc, tu as mentionné quelque chose de plutôt significatif, n'est-ce pas? Tout ce dont nous discutons est important, mais je tiens à souligner ce point car je n'en étais pas conscient non plus. Lorsque les Européens sont allés en Amérique du Sud, souvent à la recherche d'or, ils ont connu une ruée vers l'or. Cette idée a d'abord été poursuivie par les Espagnols, puis également par d'autres comme les Britanniques et les Français. Cependant, leur motivation n'était pas d'obtenir des minéraux à des fins pratiques. Leur objectif principal était le gain monétaire car ces minéraux étaient échangés et avaient une valeur monétaire. En revanche, la situation en Afrique était différente. Au départ, l'accent était mis sur le travail, puis un peu sur le caoutchouc à des fins d'utilisation. Les métaux utilisés dans notre production industrielle étaient également recherchés. Donc, c'est un scénario différent par rapport à l'Amérique du Sud. Oui, absolument. Donc, vous commencez par la main-d'œuvre, puis passez aux pièces de matière première. Ce processus se poursuit jusqu'à aujourd'hui.
So, and even today, a lot of the minerals that Ainsi, même aujourd'hui, bon nombre des minéraux nécessaires au bon fonctionnement des économies modernes se trouvent dans des zones très spécifiques, dont beaucoup en Afrique. Ces minéraux sont essentiels pour alimenter nos téléphones, ordinateurs et autres appareils. Il ne s'agit pas seulement de diamants, ce qui est une idée fausse courante. Bien que les diamants soient en effet extraits en raison de leur grande valeur et de leur utilisation dans les produits de luxe, il existe également d'autres minéraux d'intérêt. Pour des pays comme le Congo, le problème réside dans le fait que les entreprises veulent exploiter ces minéraux pour leur chaîne de production. Serait-ce une affirmation correcte? want to exploit these minerals to then use them in production chains. Is that fair to say? Yeah. So at the end of the Second World War, Ainsi, à la suite de la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux années 1960, une période où de nombreux pays africains ont commencé à gagner leur indépendance, les anciens colonisateurs ont réalisé qu'ils avaient besoin d'accéder aux métaux et aux minéraux pour continuer à développer leurs industries. Malheureusement, la plupart de ces métaux et minéraux n'étaient pas trouvés en Europe. Au lieu de cela, ils se trouvaient dans les empires colonisés africains, d'autres empires européens, ainsi que dans des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Australie. Cette répartition est due à la géologie, qui ne respecte pas les frontières des pays. Les gisements de minerais peuvent chevaucher les frontières de deux pays. Reconnaissant le besoin de métaux pour continuer le développement industriel, le défi est devenu comment accéder à ces ressources après avoir perdu le contrôle des anciennes colonies. When you have lost grip on the former colony became the challenge. So, and the African leaders who took over during the post-colonial era, they also understood. Les dirigeants africains qui ont pris le pouvoir pendant l'ère post-coloniale ont compris qu'une certaine forme d'interdépendance serait nécessaire. Cela s'explique par le fait que, bien que les pays africains soient prêts pour l'extraction des ressources, beaucoup d'entre eux ne disposaient pas d'un plan pour l'industrialisation, qui est l'étape suivante après l'extraction. Le processus implique l'extraction, puis le traitement, et enfin la fabrication. En raison de la politique de colonisation, de nombreux pays étaient bien préparés pour l'extraction mais pas pour le reste de la chaîne de valeur. Les colonisateurs n'avaient jamais prévu de développer les pays localement, mais plutôt d'extraire leurs ressources. Ce problème persiste aujourd'hui, c'est pourquoi la relation commerciale entre les producteurs et les acheteurs reste largement inchangée. Il y a un très faible niveau de fabrication et de traitement en Afrique et en Amérique du Sud par rapport à l'Amérique du Nord, à l'Europe et à la Chine. Ces régions ont rapidement transformé leurs économies en passant de simples réserves de ressources à la transformation et à l'innovation. From just being a warehouse to now processing and innovation. Yes, and I know that you also. Oui, je comprends que cette partie de vos études concerne les aspects économiques du commerce des minéraux et le fonctionnement des matières premières et des ressources en général. Cela s'explique par le fait que l'Europe occidentale a connu beaucoup de succès dans l'exploitation des ressources qui se trouvent uniquement en Afrique. Par exemple, je viens de Suisse, un pays célèbre pour son chocolat. Cependant, il n'y a pas d'arbre à cacao en Suisse. Nous importons tout notre cacao de Côte d'Ivoire et du Ghana, nous le transformons, et c'est là que la plupart des bénéfices vont. Ils ne vont pas en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Alors, comment cela s'est-il produit avec le Congo? Quel mécanisme économique a été utilisé pour s'assurer que les Africains se retrouvent du côté perdant de l'accord? I will, before explaining how we get stuck at the losing end, I will take a concrete example, and I think you gave. Avant d'expliquer comment nous nous retrouvons coincés dans une situation perdante, considérons un exemple spécifique. Vous avez donné un excellent exemple sur le cacao. Il est produit en Côte d'Ivoire, mais le chocolat est fabriqué en Suisse. Cette situation s'applique à plusieurs produits de base dans différents pays, pas seulement au Congo. Prenons par exemple le cobalt. C'est un métal utilisé pour alimenter les batteries et également dans les superalliages pour les moteurs à réaction de l'industrie de la défense. Prenons un téléphone portable comme exemple. Un iPhone contient quelques grammes de cobalt. Ce cobalt est produit au Congo, où il est traité à un niveau très basique. Le résultat est un concentré, qui est ensuite vendu à une usine, généralement en Chine. Cette usine chinoise produit la batterie, qui est ensuite utilisée dans les iPhones, Huawei, Samsung, et ainsi de suite. Lorsque vous calculez le coût de production par kilo et le comparez aux revenus finaux qui reviennent au Congo, cela représente environ 2,5%.
Cela signifie que 97,5% des revenus de ce kilo vendu restent dans d'autres pays. Vous pouvez faire ce calcul pour plusieurs produits de base. Pour le cobalt, certains arrondissent à 3 ou 3,5, mais mon calcul est légèrement inférieur à 3. Quel que soit le produit de base, vous constaterez que le même schéma se répète. Seulement environ 2 à 10% des revenus d'un produit de base reviennent au pays sous forme de bénéfices. Cela signifie essentiellement que le pays reste coincé dans la phase d'extraction de l'industrie. Il n'augmente jamais réellement suffisamment ses bénéfices et ses revenus pour développer la partie suivante de la chaîne d'approvisionnement. Why is it that let's take the Congo. Why did the Congo not develop its own? Pourquoi est-ce que le Congo n'a pas développé sa propre industrie indigène? Par exemple, pourquoi n'ont-ils pas tiré davantage profit de leur cobalt et d'autres minéraux, au lieu de simplement les extraire du sol et de les expédier hors du pays? Il y a un élément structurel à ce problème. Nous avons vu des pays sans richesse naturelle, à part peut-être un peu de géographie. Prenez Singapour par exemple. Il n'a aucune richesse naturelle, rien du tout. Mais ils ont réussi à atteindre des sommets extrêmes en étant très bons dans le contrôle de la production de certaines choses. Les raffineries de pétrole, par exemple, ont toujours joué un rôle important. Alors, pourquoi le Congo n'a-t-il pas développé sa propre industrie? And so on have always played a pretty big role. Why is it that the Congo didn't develop industry? Yeah. So there are multiple reasons to that. And the issue is for many African countries, not only Il existe plusieurs raisons aux problèmes auxquels de nombreux pays africains sont confrontés. Ces raisons sont non seulement nombreuses, mais aussi complexes, mêlant des facteurs sociaux, politiques et historiques. Prenons l'exemple du Congo. Le Congo a obtenu son indépendance en 1960, et la première, et peut-être la seule, élection véritablement démocratique a eu lieu la même année. Le Premier ministre Patrice Lumumba a été élu. Il avait une vision de reprendre le contrôle des ressources du pays. Cependant, il n'est même pas resté au pouvoir pendant un an. Malheureusement, au moment de l'indépendance du Congo, le nombre de personnes ayant une éducation supérieure était d'environ 10, voire moins. C'était un problème dès le départ car les colonisateurs n'avaient jamais l'intention de laisser les Congolais prendre le contrôle de l'industrie. Par conséquent, le niveau d'éducation était maintenu au minimum, suffisant uniquement pour des travaux de main-d'œuvre générale mais pas pour une spécialisation dans l'industrie. Ensuite, Lumumba a été assassiné, avec l'implication de divers services de renseignement étrangers. Mobutu a pris le pouvoir et a dirigé le pays pendant 32 ans en tant que dictateur brutal. Je me souviens d'une déclaration faite par un ambassadeur américain au Congo, Dan Simpson, qui a servi de 1995 à 1998. Il a dit, et je cite, « Nous avons accepté que Mobutu soit un salaud, mais c'est notre salaud. » We have accepted that Mobutu is a bastard, but he is our bastard. A-t-il mentionné cela à propos de Mobutu? J'ai toujours cru qu'il avait dit cela à propos de Pinochet. No, it was in relation to Mobutu. At some point, we have accepted that he's a bastard, but he's our bastard. Non, il s'agissait de Mobutu. Nous avons finalement accepté qu'il était une personne méprisable, mais il était notre personne méprisable. Essentiellement, le plan était de soutenir le dictateur, en veillant à ce que le Congo reste un pays ne produisant que des matières premières pour le reste du monde, sans développer sa propre industrie. Cependant, pour être juste, toute la responsabilité ne peut pas être uniquement attribuée aux pays étrangers. Il y a également eu une longue période où les dirigeants congolais étaient essentiellement complaisants. Ils gagnaient suffisamment d'argent pour leur propre survie et celle de leur famille, et ils s'en fichaient simplement. Le système éducatif s'est effondré. Le moyen le plus sûr de ruiner une nation est de commencer par détruire son système éducatif. Cela maintient les gens à un certain niveau et les empêche de voir au-delà de leur environnement immédiat. Ainsi, l'effondrement du système éducatif au Congo, associé à des dirigeants corrompus et à une extrême pauvreté, a empêché le pays d'avoir un plan ou une vision pour passer d'une région d'extraction de ressources à une puissance de transformation et industrielle. During the Cold War, the US, Europe were very obsessed with Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Europe étaient très concentrés sur le communisme. Ils croyaient que tout léger virage vers la gauche devait être stoppé. C'est pourquoi Pinochet a été mis au pouvoir. La même chose s'est produite avec Lumumba. Mais quel était, selon vous, l'objectif principal de cette approche envers le Congo?
Était-ce pour empêcher l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement socialiste ou pro-soviétique? Ou était-ce le but d'exploiter les ressources naturelles du Congo? Ou peut-être était-ce une combinaison des deux? Extraction of the natural wealth of the Congo a driving factor, or was it both? I believe it is both. I think the extraction and the political leaning toward. Je crois que c'est une combinaison des deux. L'extraction et l'inclination politique vers le communisme ou le système de gouvernance occidental ont toujours été des facteurs, même avant la guerre froide et la Seconde Guerre mondiale. Un exemple frappant de l'aspect extraction est l'uranium utilisé dans le projet Manhattan, qui a abouti aux 2 premières bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Les Belges connaissaient le gisement d'uranium à Shinkolobwe même avant la Première Guerre mondiale. Lorsque les recherches ont commencé, elles étaient initialement axées sur l'énergie nucléaire. Plus tard, certains scientifiques ont réalisé que si elles étaient contrôlées, ces réactions pourraient également être utilisées pour des bombes atomiques. L'uranium utilisé était principalement extrait dans les mines américaines et canadiennes, où la teneur en uranium était d'environ 1% ou moins. En revanche, l'uranium extrait de la mine de Shinkolobwe au Congo avait une concentration d'uranium allant jusqu'à 20% dans les minéraux. C'est un exemple classique de ne pas vouloir perdre un actif, quelles que soient les circonstances. C'est également l'une des raisons pour lesquelles, pendant le mandat de Lumumba en tant que Premier ministre, la région du Katanga, connue pour sa richesse minérale, a déclaré son indépendance. Le leader de cette région dissidente était soutenu par les Belges, les Français et les Britanniques. Lumumba était un nationaliste et, bien qu'il ne se soit jamais déclaré publiquement communiste, il était en contact avec les Russes. Après que Lumumba soit devenu Premier ministre, la région du Katanga s'est immédiatement séparée. Cette région abritait toutes les principales mines. C'était comme s'il disait « Vous pouvez garder le reste, mais les mines sont à nous ». C'est une situation tellement classique, et c'est douloureux parce que c'est tellement évident, n'est-ce pas? Il y a certainement eu un temps où l'Occident n'avait aucun problème avec les régions voulant se séparer, tant qu'elles s'alignaient du bon côté. Totally not. Totally not. And thinking about it, for me particularly, sitting. Non, pas du tout. Quand j'y pense, assis ici à Uppsala, en Suède, je me souviens de Dag Hammarskjöld. Il était secrétaire général des Nations Unies en 1961 lorsque la sécession a eu lieu. Hammarskjöld se rendait au Congo à ce moment-là. Il croyait pouvoir négocier un accord entre la région sécessionniste et Lumumba, qui était le Premier ministre. Selon les archives historiques, il avait déjà rédigé un accord essentiellement. Il était en route pour le finaliser. Cependant, il n'est jamais arrivé là-bas. Il n'y avait jamais eu l'intention de permettre à la région sécessionniste de revenir à un gouvernement communiste sous la direction de Lumumba. Je vis très près de la fondation Dag Hammarskjöld. I'm living very close by to where the Dag Hammarskjöld Foundation is. Yeah, it's not that the entire. Tu sais, ce n'est pas que tout l'Occident et ses plans nuisibles. C'est juste que les forces qui mènent à la violence l'emportent souvent. Ces forces utilisent la violence avec beaucoup d'habileté. En fin de compte, elles ont tendance à être victorieuses. Nous avons plusieurs Suédois qui ont été assassinés. Par exemple, Olof Palme a été partiellement assassiné parce qu'il critiquait le système d'abus. Yeah. And the parallel can also be made with, I mean, it's not necessarily the primary objective, but a parallel can be also made with the oil in Libya. L'objectif principal n'est pas nécessairement lié, mais on peut établir une comparaison entre le pétrole en Libye et l'assassinat du colonel Kadhafi. Certains documents apparus après 2011, y compris certains courriels d'Hillary Clinton, ont révélé que d'anciens responsables du département d'État travaillaient pour la fondation Clinton. Je crois que l'homme s'appelle Sidney Blumenthal. Il a envoyé un courriel à Hillary Clinton en avril pour l'informer que les Français n'étaient pas particulièrement intéressés par la libération du peuple libyen. Au lieu de cela, il prévoyait un accord pétrolier secret. Ils étaient également préoccupés par les 140 tonnes d'or que possédait Kadhafi. Il avait l'intention d'utiliser cet or pour soutenir une nouvelle monnaie en Afrique de l'Ouest, qui remplacerait le franc CFA français. Cela pourrait potentiellement affaiblir le contrôle de la France sur les 14 pays qui utilisent actuellement le franc CFA français. Certains pourraient soutenir que cette théorie est tirée par les cheveux ou conspirationniste. Ce n'était peut-être pas l'objectif principal, mais le résultat final était destiné à empêcher que ces événements se produisent. All in all was meant to prevent those things to happen. And if you look at what happened after that in Libya,
you ended up. Si vous examinez les événements qui se sont déroulés en Libye, le pays était divisé en différentes régions. Je crois qu'il y avait 3 régions, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan, chacune contrôlée par différents généraux avec des allégeances variables. La région où se trouve Benghazi, la Cyrénaïque, est tombée sous le contrôle d'un certain général. C'est assez particulier car on peut observer de grandes puissances mondiales collaborer pour leurs intérêts communs, malgré leur éloignement de la région. Le général qui a pris le contrôle, je crois que son nom est le général Haftar, a reçu le soutien de l'Égypte, de la Syrie, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de la France et de la Russie. Pendant ce temps, le général qui a pris le contrôle de la région de la Tripolitaine faisait partie d'une autre coalition connue sous le nom de gouvernement d'accord national. Il était soutenu par les États-Unis, la Turquie et l'Union européenne en tant qu'institution, mais la France ne le soutenait pas. Malgré quelques désaccords au sein de leur propre région, lorsque les intérêts convergent, comme cela a été le cas en Libye, ils coopèrent. Pour certains, comme la France, les intérêts étaient l'extraction du pétrole et l'empêchement d'une monnaie adossée à l'or de remplacer le franc CFA. Dans ce cas particulier, ils se sont retrouvés à travailler aux côtés d'alliés très inattendus. They found themselves with very interesting allies for this particular case. Yeah, this is where what you are saying Oui, c'est le point où nos études se croisent de manière significative. Il semble que ces grandes puissances ne soient jamais intéressées à permettre l'émergence de tiers authentiques. En d'autres termes, elles ne veulent pas qu'un autre groupe puissant se forme. Ainsi, elles commencent à conspirer pour s'assurer que leur intérêt mutuel, qui est de réprimer l'autre groupe, perdure. And there's this other And maybe thing. a quick last example, which is very anecdotic. Sorry to interrupt. Is Niger. Voici un dernier exemple rapide, qui est assez anecdotique. Je m'excuse de vous interrompre. Parlons du Niger, un pays qui a beaucoup fait parler de lui récemment. Pendant l'administration Bush, juste avant le début de la guerre en Irak, les services de renseignement américains ont prétendu que l'uranium de qualité militaire trouvé en Irak, qui aurait contribué au développement d'armes nucléaires, provenait du Niger. Il est intéressant de noter qu'une entreprise française possédait la mine d'où cet uranium était censé provenir. C'est pourquoi les Français étaient fermement opposés à la guerre. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas avoir vendu l'uranium à l'Irak et à Saddam Hussein. C'était également l'une des raisons pour lesquelles les Français étaient catégoriques sur le fait que ces allégations ne pouvaient pas être vraies. Ils possédaient la mine. Yeah. We've got it. We know who we are selling to, and he's not on the list. Yeah, he's not, and it can't be. I'll come back to Niger in a moment, but there's this idea, or like let's say in political. Je reviendrai bientôt sur la discussion concernant le Niger, mais il y a un concept dans les sciences sociales et les relations internationales que nous étudions souvent. Il s'agit de la malédiction des ressources. Plus je me plonge dans ce sujet, plus je ressens que c'est l'un de ces termes trompeurs que nous inventons pour justifier l'exploitation continue des pays riches en ressources par l'Occident. Ce terme fait référence au phénomène selon lequel les pays, les régions, voire même des zones spécifiques au sein des pays, qui sont riches en minéraux et en pétrole ont tendance à avoir les populations les plus pauvres. Ces personnes reçoivent la plus petite part de la richesse qui se trouve littéralement sous leurs pieds. Des personnes comme Jimmy Dore commentent souvent cela, en disant des choses comme « Comment osent-ils placer leur pays au-dessus de nos ressources ?» Cela conduit à l'exploitation, et les populations locales deviennent si impuissantes qu'elles travaillent et se donnent du mal dans ces industries, nuisant à leur santé, et pourtant elles ne reçoivent rien en retour. Voyez-vous ce schéma persister dans de grandes parties du Congo et de l'Afrique actuellement? Où la situation s'améliore-t-elle? At the moment, or is that actually getting better? I would say a lot of efforts are made to improve the situation. De nombreux efforts sont déployés pour améliorer la situation actuelle. Cependant, elle est encore loin d'être idéale. Prenons l'exemple du cobalt, une matière première très demandée actuellement. En Afrique, où a lieu l'extraction de ce minéral, les revenus générés pour ces pays ne sont pas proportionnels à la valeur de la matière première. Le problème ne réside pas dans l'acte d'extraire et de vendre ces métaux et minéraux à d'autres pays. Le souci survient lorsque le pays ne reçoit qu'environ 2% des revenus. Cela indique un défaut dans le système. Il se peut que l'acheteur ne paye pas suffisamment, ou peut-être que le pays ne comprend pas pleinement la valeur du minéral qu'il produit.
Je pense qu'il s'agit probablement d'une combinaison de ces facteurs, ainsi que du climat politique général dans ces pays. Si nous examinons les marchés des métaux et des minéraux, nous pouvons constater que les pays qui achètent généralement ces matières premières, tels que le Royaume-Uni, l'Australie, les États-Unis et le Canada, ont tous leur propre bourse d'échange pour le commerce de ces matières premières. Cependant, dans les pays africains d'où proviennent ces matières premières, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas de marché public pour la vente de matières premières. L'Afrique du Sud peut être une exception, et le Nigeria est au premier stade du développement d'un système similaire. So as long as you don't control the trade of your commodities, it is really hard to make money out of those commodities. Tant que vous ne contrôlez pas le commerce de vos produits de base, il peut être difficile de gagner de l'argent avec eux. Cela est dû au fait que vous vendez souvent ces produits en monnaie étrangère. Bien que cela puisse contribuer à constituer des réserves de devises étrangères, cela peut également affaiblir votre propre monnaie. Cependant, si vous commencez à produire et à soutenir votre propre monnaie avec les matières premières que vous produisez, vous pouvez renforcer votre propre économie. Cela est plus bénéfique que de simplement apporter des devises étrangères. Il existe des facteurs qui contribuent au maintien de l'économie africaine. L'un d'entre eux est le secteur axé uniquement sur l'extraction. Un autre facteur est la politique en place pour réguler les marchés des produits de base. Ou plutôt, l'absence d'un système de gouvernance politique pour réguler ces marchés. Si vous pouvez orienter la vente des produits de base que le pays produit vers un grand marché national, alors les acheteurs achètent réellement dans le pays. Cela signifie qu'au lieu d'exporter uniquement des métaux à peine transformés, vous pouvez produire les matières premières qui seront utilisées dans l'industrie, voire localement. Vous pourriez également encourager les entreprises manufacturières à s'implanter dans le pays. Si ces entreprises doivent exporter et payer des droits élevés, elles pourraient préférer produire les composants dans le pays, puis vendre le produit final. Cela pourrait augmenter les revenus qui restent dans le pays. Then you increase the revenue that you can keep in the country. That would be the perfect strategy because okay, there's not only no industry, there's also no marketplace. La stratégie parfaite consisterait à établir une industrie et un marché. Si un marché existait, vous auriez non seulement un contrôle national sur les règles commerciales, mais aussi le pouvoir d'imposer le commerce dans votre monnaie locale. Cela renforcerait considérablement la devise, augmentant sa valeur et son pouvoir d'achat à l'étranger. Vous pourriez également faciliter les transferts de technologies. Cela impliquerait d'encourager les entreprises étrangères à s'implanter ici, puis de construire une équivalence indigène à côté. Cela pourrait être réalisé en employant des personnes des entreprises étrangères, et ainsi de suite, pour développer une industrie. Cependant, cela ne se produit pas. L'Occident est doué pour utiliser des outils tels que les prêts du FMI et de la Banque mondiale pour empêcher la nationalisation du commerce. Il ne s'agit pas seulement de l'ensemble du secteur, mais d'empêcher la nationalisation de tout secteur, en veillant à ce qu'il reste entre les mains étrangères. Alors, quels sont les instruments actuellement les plus obstructifs à la croissance d'une industrie nationale au Congo? Yeah, that's true. So at the end of the Cold War in the 1990s, it was sort of... Oui, c'est correct. La fin de la guerre froide dans les années 1990 a marqué la conclusion d'une période significative de nationalisation pour de nombreuses sociétés minières en Afrique. Ces sociétés ont commencé à adopter des marchés libéraux ou libres. Cependant, bon nombre de ces sociétés ont fait faillite en raison d'une mauvaise gestion ou de la corruption. Pour obtenir un financement de la Banque mondiale ou du FMI afin de relancer la production, ces pays ont été gentiment conseillés que les sociétés nationalisées devaient se transformer en entités commerciales. On leur a dit de combiner des actionnaires privés et publics pour être éligibles au financement de la Banque mondiale. Même lorsque ces sociétés ont obtenu l'accès à ces fonds, les taux d'intérêt étaient si élevés que de nombreuses sociétés luttent encore aujourd'hui. Les taux d'intérêt élevés ont annulé les avantages du financement. Les bénéfices de leurs produits sont si faibles qu'ils contribuent très peu, voire pas du tout, aux économies du pays. Dans quelles devises sont généralement libellés ces prêts? Ils sont généralement en dollars américains. Cependant, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. C'est pourquoi chaque pays a besoin de sa propre monnaie souveraine. Il est essentiel que chaque pays ait une monnaie souveraine. Il est également nécessaire de contraindre les acteurs externes à commercer dans votre monnaie. Sinon,
Les autres vous exploiteront toujours. Une monnaie souveraine fonctionnelle qui est réellement échangée à l'intérieur du pays est extrêmement importante. Maintenant, passons à un autre sujet populaire dont les pays occidentaux discutent actuellement. L'Occident continue de mettre en garde l'Afrique contre les prétendues politiques de piège de la dette chinoise. Ils affirment que les Chinois ne veulent qu'extraire votre richesse sans vous payer quoi que ce soit. Ils disent que les Chinois sont terribles, qu'ils amènent leurs propres travailleurs et qu'ils exploitent l'Afrique et son peuple. Ils prétendent que ces méchants Chinois vont exploiter les pauvres Africains. Je m'excuse, mais l'hypocrisie de tout cela me frustre énormément. En tant que personne ayant travaillé dans ce secteur, quelle est votre évaluation de l'implication de la Chine en Afrique? Quel impact cela a-t-il? Existe-t-il une possibilité de bénéficier davantage du commerce avec la Chine, ou est-ce simplement la même situation sous un autre déguisement? I guess when one talks to China, particularly in the mining industry, we should break it down in three. Lorsqu'on parle de la Chine, en particulier dans le contexte de l'industrie minière, il est important de considérer trois entités distinctes. Tout d'abord, il y a la Chine en tant qu'État, qui comprend des entreprises publiques qui concluent des accords avec d'autres pays. Deuxièmement, il y a des entreprises chinoises privées qui s'engagent également dans des transactions avec d'autres nations. Le troisième groupe est également privé, mais ce sont plutôt des opportunistes. Ils n'ont pas de plan ou de projet spécifique, ils veulent simplement acheter puis partir. Ces trois entités collaborent parfois, mais d'autres fois, elles se font concurrence. La concurrence existe également au sein des entités chinoises. Cependant, concentrons-nous sur la Chine en tant que pays, car elle est probablement le joueur le plus important en termes de prêts, qui sont souvent destinés à des projets d'infrastructures dans les pays africains. La Chine a la réputation d'être un acteur majeur, mais ce statut n'a été établi que depuis le début des années 2000. Avant cela, la Chine était largement considérée comme un immense entrepôt mondial. Les progrès significatifs en matière d'innovation, d'industrialisation et de technologie n'ont eu lieu que ces 20 à 25 dernières années, et cela s'est développé à un rythme rapide. Technological products it's the past 20-25 years, and it went really fast. So if you look at China as a country, yes, there are deals that are signed. Lorsque l'on examine la Chine en tant que nation, il est clair que certains accords semblent déséquilibrés. Cela est dû au fait que les pays accordent souvent des licences minières à des entreprises chinoises appartenant à l'État pour l'exploration et l'exploitation minière. En retour, ces pays reçoivent des projets d'infrastructure. Cependant, la valeur de ces actifs miniers reste incertaine jusqu'à ce que l'exploration soit terminée. Cela entraîne un accord apparemment déséquilibré, mais l'incertitude le rend déséquilibré pour les deux parties. Par exemple, les statistiques actuelles montrent que seulement un projet d'exploration sur 100 devient une mine. Cela signifie que si vous avez 100 projets d'exploration, généralement un seul deviendra une mine. Cela présente un risque pour l'entreprise appartenant à l'État. Même si elle préfère avoir des licences minières où les actifs sont relativement bien connus, il y a toujours un risque impliqué. Pour atténuer cela, elles incluent généralement des clauses dans leurs contrats pour faire face à d'éventuelles pertes et essayer de maintenir l'équilibre. Cependant, les termes de ces accords diffèrent considérablement des prêts fournis par la Banque mondiale. The loans that are given by the World Bank is that the conditions are not the same. Typically, the Chinese, they would start the infrastructure projects almost immediately. Typiquement, les Chinois commencent les projets d'infrastructure presque immédiatement après la signature de l'accord. Essentiellement, un gouvernement africain présente un projet mystère, comme un sac contenant une petite créature. On ne sait pas s'il s'agit d'un chat ou d'un tigre. Il faut mener une enquête pour déterminer la véritable envergure du projet. Parfois, l'entreprise chinoise découvre qu'on lui a donné un chat, pas un tigre. Alors ils doivent signer un autre accord ou obtenir une autre licence minière. Mais en général, ils commencent les projets d'infrastructure immédiatement, sans aucune condition préalable. En revanche, lorsqu'il s'agit du FMI et de la Banque mondiale, il y a généralement de nombreuses conditions préalables. Celles-ci incluent la restructuration, de nombreuses évaluations des canaux de financement et des mesures de lutte contre la corruption. Ce processus peut prendre encore plus de temps que le début réel des projets d'infrastructure. Cela frustre beaucoup de gens. Ils peuvent signer un accord, et 3 ans plus tard, le projet n'a toujours pas commencé. Pendant ce temps, les Chinois ont déjà commencé la construction. La première année, ils ont lancé le projet d'infrastructure, qui est déjà opérationnel et assez productif car les gens utilisent les infrastructures. 3 ans plus tard, alors que d'autres attendent toujours que le projet de la Banque mondiale démarre, le projet chinois est déjà en marche. 3 years later, while other people are still waiting for the World Bank project. And that gives this impression that, well,
Cela donne l'impression que nous sommes en retard à cause des nombreuses conditions imposées par l'institution de Bretton Woods. Pendant ce temps, les Chinois ont déjà commencé leur projet. C'est une préoccupation pour de nombreux politiciens qui travaillent sur un mandat de 5 à 4 ans. Ils veulent voir des progrès avant les prochaines élections. Cela conduit à une situation où le choix pourrait être partagé de manière équitable. Peut-être que le projet de la Banque mondiale est plus bénéfique à long terme, quel que soit le taux d'intérêt. Cependant, il y a un politicien qui doit faire face à une élection dans les 2 prochaines années. Il a des machines chinoises prêtes à la frontière pour commencer la construction en fonction de l'accord qu'il a signé hier. Naturellement, ils choisiront l'option chinoise. Cette décision n'est pas toujours le résultat d'un examen approfondi. Comme je l'ai mentionné, les taux d'intérêt dans de nombreux pays africains sont généralement élevés en raison du facteur de risque. Cela pourrait conduire à un piège de la dette si vous choisissez l'institution de Bretton Woods plutôt que les Chinois. Donc, c'est plus une situation au cas par cas. Je ne dirais pas que c'est un choix systématique d'un côté ou de l'autre. De nombreux pays africains restent endettés envers l'institution de Bretton Woods parce qu'ils sont tombés dans un piège de la dette, et ce n'était pas à cause des Chinois. Ils comprennent le système. C'est pourquoi ils affirment que c'est un piège de la dette, car ils savent comment le système fonctionne. L'Occident accuse souvent les autres de comportements dont il est coupable depuis des siècles, même si les parties accusées ne se livrent généralement pas aux mêmes agissements. Une question connexe qui se pose est de savoir si la Chine, à l'instar de l'Occident, tente d'influencer la législation lorsqu'elle conclut des contrats. L'Occident le fait fréquemment, en proposant des accords mais en stipulant des conditions telles que la réforme judiciaire ou en insistant pour que l'arbitrage se déroule en dehors du pays en raison d'un manque de confiance dans le système judiciaire de l'autre pays. La Chine adopte-t-elle une approche similaire? Je crois que les Chinois ne sont généralement pas intéressés par la politique intérieure. Ils se concentrent davantage sur l'économie et le commerce. Par conséquent, dans tout accord, il peut y avoir des clauses telles que, si un organisme gouvernemental découvre certains actifs ou produits de base, ils veulent être les premiers informés. Ils veulent voir s'ils peuvent développer le projet ou non. Cependant, ils n'incluent généralement pas de clauses qui influencent les politiques intérieures liées au système judiciaire, aux questions législatives ou à la réforme économique. Ils sont beaucoup plus intéressés par le commerce que par essayer de changer la société dans les pays où ils opèrent. Cette approche attire également de nombreux pays et dirigeants africains vers les Chinois. Ils ne se sentent pas obligés de mettre en œuvre des réformes dans leur pays que leur population ne souhaite pas nécessairement. Some sort of reform in the country that maybe the people may not necessarily want. D'accord. Discutons du sujet du Nigeria, car nous cherchons à explorer le lien entre les minéraux et la géopolitique. Il est de notoriété publique que la France se procure tout son uranium au Nigeria, sans payer sa juste part au pays. Le Nigeria, étant le 2e pays le plus pauvre du monde, a longtemps été une néocolonie française. Récemment, un coup d'État s'est produit. Plusieurs anciennes colonies françaises ont connu des coups d'État, avec l'émergence de dirigeants militaires déclarant mettre fin à leurs liens avec la France. Des rumeurs d'une éventuelle invasion ont circulé. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO, aurait dû jouer un rôle clé en utilisant la force militaire pour reprendre le contrôle. Le président français Emmanuel Macron s'est particulièrement exprimé à ce sujet. Cependant, cela ne s'est pas produit. Maintenant, il semble que les choses changent. Les Français retirent officiellement leurs troupes, tandis que les Américains ne le font pas. En fait, les Américains renforcent leur présence. Cela soulève des questions sur la façon dont le paysage géopolitique et la richesse minérale de ces pays vont changer. Yeah, and the case of Niger is very interesting. And, you know, it is another of these cases we just talked Oui, about. la situation au Niger est assez intrigante. C'est similaire au cas que nous venons de discuter, où les jeux de pouvoir grecs entrent en jeu lorsque leurs intérêts ne sont pas satisfaits, même dans un contexte étranger. Les Français sont fortement opposés à la direction actuelle au Niger. Malgré le départ de l'armée, Sorano, la société d'uranium opérant au Niger, reste présente. Ils n'auront plus aucun lien avec le Niger et je ne prévois pas que cela se produise. Environ un tiers de l'approvisionnement en uranium de la France provient du Niger, donc couper cette source aurait des répercussions économiques importantes. Ils sont conscients de leurs intérêts économiques, donc ils se font discrets pour le moment. Les Américains n'ont pas vraiment pris parti. J'ai mentionné Dan Simpson plus tôt et c'est un personnage fascinant.
En relation avec le Congo, lorsque le président Kabila a pris le pouvoir à Mobutu, un dictateur depuis 32 ans, une société minière américaine a commencé à traiter avec Kabila, qui était encore considéré comme un rebelle à l'époque. It started to deal with Kabila, who was still a rebel. It wasn't even a government, who was still a rebel group. American companies started to sign. Le groupe n'était même pas encore un gouvernement, c'était encore un groupe rebelle. Les entreprises américaines ont commencé à s'engager avec eux parce qu'elles sentaient un changement dans l'air. En se référant à Dan Simpson, il a fait une autre déclaration. Vous traitez avec les États au pouvoir actuel ou ceux que vous croyez monter en puissance. À l'heure actuelle, c'est encore flou. Nous ne savons pas quels seront les futurs États au pouvoir. Donc, ils essaient de maintenir un équilibre. Ils n'ont pas fait une déclaration forte comme la France l'a fait. Je pense qu'ils essaient encore de trouver leur place, en attendant de voir ce que les 6 à 12 prochains mois apporteront avant de prendre éventuellement une position plus ferme. Cependant, un problème pour la France est sa présence de longue date dans la région. Nous ne parlons pas seulement des conséquences de la chute de Kadhafi et du chaos qui a suivi dans la région. Nous parlons d'une présence qui s'étend sur de nombreuses années. Ils continuent de dire que le pays est pauvre. S'ils sont présents dans la région depuis 60 ou 70 ans et qu'ils prétendent toujours que le pays est pauvre, malgré le fait qu'il produit tant de matières premières pour la France, alors il y a certainement quelque chose qui ne va pas. In terms of raw material for France, then definitely there's something wrong. Someone is not paying the rent that they should be paying, and that is what is called anti-French. Quelqu'un ne paye pas le loyer qu'il doit. Cela est souvent appelé le sentiment anti-français. Cependant, ce n'est pas nécessairement dirigé contre le peuple français, mais contre l'élite politique qui permet l'exploitation sans un retour équitable dans le pays. Cela a été souvent mal interprété comme un sentiment anti-français, et maintenant comme un sentiment anti-russe. Je ne crois pas que les gens au Niger, au Mali ou au Burkina Faso cherchent à remplacer un dirigeant par un autre. Ils veulent que leur pays bénéficie de ses ressources naturelles. Ils désirent des écoles, des logements décents et des services publics de base. Cependant, ils expriment leur mécontentement envers la France, en disant que malgré leur cohabitation pendant de nombreuses années, il n'y a eu aucun progrès. Ils accusent la France d'extraire et d'utiliser leurs ressources pour ses propres industries, tandis qu'ils ne voient aucun développement industriel dans leur propre pays. Cela conduit à un sentiment de rejet, non envers le peuple français, qui peut toujours voyager en toute sécurité au Niger et au Mali, mais envers l'élite. And that would make a lot of sense. I'm constantly reminded that Cela a beaucoup de sens. Je suis constamment rappelé que le principal problème dans les pays en développement n'est pas qu'ils sont sous-développés, mais plutôt surexploités. Trop de ressources sont prélevées. Parallèlement, ces pays reçoivent de l'aide, qui est utilisée pour construire des écoles. Cela les fait se sentir bien. Par exemple, ils pourraient dire « Cette école a été construite avec de l'argent français ». Cependant, une entreprise française pourrait extraire 100 fois la valeur grâce à des opérations minières. Pour conclure, je souhaite aborder un autre aspect que vous avez mentionné dans notre échange d'emails. Vous avez dit que se concentrer sur l'Afrique, ou plus précisément sur le rôle des minéraux dans les chaînes de production modernes, peut fournir des informations sur les relations internationales. Vous avez suggéré que le différend commercial entre la Chine et les États-Unis est semblable à une partie où une partie a une balle et l'autre a un pistolet, mais les deux ont besoin de chasser le même animal. Pourriez-vous développer cela? Pourquoi les minéraux jouent-ils un rôle si crucial, potentiellement même en stabilisant le système international? Yeah. The simple reason is that a lot of the metals, or what is called critical. La raison simple est que bon nombre des métaux, également connus sous le nom de métaux critiques ou minéraux, se trouvent dans des zones concentrées à travers le monde, spécifiquement dans certains pays. Par exemple, on prévoit que des métaux tels que le lithium, le cobalt et le nickel verront leur demande augmenter d'environ 500% d'ici 2050, selon la Banque mondiale. D'autres métaux devraient également connaître une augmentation de la demande. Le système énergétique lui-même devrait augmenter 6 fois, selon un rapport publié l'année dernière par l'Agence internationale de l'énergie. Cela signifie que nous aurons besoin de plus de métaux pour l'énergie. Cependant, ces métaux ne se trouvent pas dans tous les pays. Par exemple, le lithium est principalement produit par 3 pays, l'Argentine, l'Australie et soit le Chili soit le Pérou. Le cobalt, quant à lui, est principalement produit au Congo, qui représente 70% de la production mondiale.
Le nickel n'est produit que par quelques pays. Quant aux terres rares, l'Union européenne dépend actuellement entièrement de la Chine pour son approvisionnement. Nous sommes confrontés à des problèmes mondiaux qui ne peuvent être résolus par un seul pays. La seule solution est la collaboration. Bien qu'il puisse y avoir des postures politiques, nous avons finalement besoin des industries les unes des autres pour survivre et effectuer efficacement la transition énergétique. Si nous ne collaborons pas, nous rencontrerons des difficultés. Comme je l'ai dit précédemment, vous avez soit le bulletin de vote, soit le pistolet, mais vous ne pouvez pas agir si vous ne communiquez pas avec la personne qui a le bulletin de vote ou le pistolet. Can you talk a little bit more why China, Pourriez-vous élaborer un peu plus sur la raison pour laquelle les terres rares que la Chine possède sont indispensables pour l'économie future? Je pense que c'est un problème important. Les États-Unis, l'Europe et le Japon cherchent à exclure la Chine, en particulier du marché de la production de puces. Les Japonais excellent dans la production de puces, qui sont très coûteuses et très avancées. Actuellement, la Chine n'est pas en mesure de produire des puces à cette échelle. Leur technologie de lithographie ne semble pas encore être à la hauteur. Cependant, la Chine possède certaines terres rares qu'aucun autre pays ne possède. Alors, quels sont ces éléments et comment la Chine les utilise-t-elle actuellement, ou comment pourrait-elle les utiliser pour influencer ce développement? So if you look at the periodic table, so you will typically have, an arrow that draws down. Lorsque vous regardez le tableau périodique, il y a généralement une flèche pointant vers une liste d'éléments en bas. Ceux-ci sont connus sous le nom de métaux des terres rares. Ces métaux sont utilisés dans les technologies modernes d'aujourd'hui, comme les superaimants pour les éoliennes. Un ancien collègue à moi les appelait « des vitamines pour les nouvelles technologies ». Ces métaux sont également utilisés pour créer des couleurs vives sur votre écran. Ils ont une propriété unique qui leur permet de réduire la taille de n'importe quel composant dans lequel ils sont utilisés à une taille très petite. C'est pourquoi nous avons des micropuces. Mais maintenant, nous nous dirigeons vers des tailles encore plus petites, comme les nanopuces. La Chine produit ou traite environ 92% des métaux des terres rares dans le monde. Presque tous les pays achètent chez eux. En 2010, il y a eu un différend entre la Chine et le Japon. La Chine a temporairement coupé l'accès du Japon au commerce des métaux des terres rares. Le différend a finalement été résolu. Le problème est que nous utilisons ces métaux spécifiques dans ce qui est censé être l'avenir des systèmes énergétiques. Si un pays n'a pas de bonnes relations avec la Chine, il y a un risque que son approvisionnement soit coupé. Les métaux critiques sont définis par deux critères, le risque d'approvisionnement et l'importance économique. It's the risk supply and the economic importance. So for metals like rare earth metals, the supply risk index is very. Pour les métaux, en particulier les métaux des terres rares, l'indice de risque d'approvisionnement est assez élevé. Une méthode pour atténuer ce risque est de diversifier vos sources d'achat. Cependant, pour certains métaux, cela est presque impossible, et les métaux des terres rares en sont un exemple parfait. La Chine a exploité cela pour négocier la levée de diverses sanctions. Ils utilisent occasionnellement cette menace, en particulier dans les discussions sur l'industrie des microprocesseurs. Actuellement, les États-Unis, le Japon et Taïwan tentent de freiner le développement de nouveaux microprocesseurs en Chine et l'expansion de leur industrie des microprocesseurs. Malgré cela, la Chine a fait d'énormes progrès dans la construction de sa propre industrie des microprocesseurs. Bien qu'elle ne soit peut-être pas aussi grande que celle de Taïwan ou du Japon, la Chine a réalisé des progrès considérables. Un exemple récent de l'avancement de la Chine dans ce domaine est sa production d'une nouvelle nanopuce. Cette puce, qui a été présentée aux États-Unis comme étant de qualité militaire et destinée à être utilisée dans l'industrie de la défense, a été intégrée au nouveau téléphone Huawei et est disponible pour le grand public. En Chine, elle n'est pas considérée comme étant de qualité militaire. Ils ont simplement installé la nanopuce dans les téléphones Huawei. L'industrie des microprocesseurs et son lien direct avec les métaux des terres rares joueront un rôle important dans le commerce et la technologie. Cela aura un impact considérable sur la relation entre la Chine et le reste du monde, à moins que l'approvisionnement en ces métaux puisse être diversifié. Vous avez mentionné le terme « processus » lorsque nous avons discuté du contrôle de la Chine sur 92% du commerce des terres rares. Alors, est-ce que la Chine a le contrôle? Est-ce que ces terres rares se trouvent en Chine, ou est-ce que la Chine a simplement agi rapidement pour s'assurer que tout le commerce passe par elle? So
The 92% that I mentioned, yes, it's the processing. Part of it is Donc, les 92% dont j'ai parlé sont liés au traitement. Une partie est produite en Chine, mais ce n'est pas la totalité. Même les pays qui les fabriquent doivent faire face à la technologie et à la rareté du métal. Il s'agit d'un groupe de métaux qui doivent souvent être séparés les uns des autres, en fonction de la technologie utilisée. Donc, si vous avez 20 éléments au sein d'un groupe de terres rares et de minéraux, la technologie, les coûts et les considérations environnementales deviennent très importants. La Chine est l'un des pays qui a réussi à développer la technologie pour ce traitement, même si le coût environnemental est extrêmement élevé. Il y a des pays, comme la Malaisie, qui traitaient autrefois les métaux des terres rares, principalement à partir de mines australiennes. Cependant, ils ne les acceptent plus en raison de l'énorme impact environnemental. Ils ont essentiellement dit non. Mais la Chine a réussi à développer des techniques pour extraire différents métaux. Je ne dirais pas qu'ils ont parfaitement minimisé l'impact environnemental pour autant. Si vous regardez certaines des anciennes mines, pas les récentes, mais les anciennes mines avec des usines de traitement sur Google Maps, elles ressemblent à des déserts. C'est désastreux. L'une des raisons pour lesquelles les pays européens, en plus du manque de développement technologique, n'ont pas les installations pour traiter ces métaux et que cela serait inacceptable sur le plan environnemental. Personne ne veut vivre à côté de ça. Mais nous avons toujours besoin de ces métaux. Donc, c'est comme si nous exportions nos problèmes environnementaux en Chine, tout en nous exposant également à des risques d'approvisionnement. C'est assez intéressant. But also exposing yourself to a risk supply. Interesting. It's difficult. The not in my backyard issue, and that actually then giving a Le problème ne se trouve pas dans mon jardin, et cela donne en réalité un avantage concurrentiel à la Chine qu'elle peut exploiter. Passons maintenant à la dernière question. Nous enregistrons ceci le 11 octobre. La guerre entre Israël et la Palestine vient de commencer. Cette guerre est, en quelque sorte, très traditionnelle car elle concerne la terre, les personnes qui habitent cette terre et les groupes religieux qui se détestent mutuellement, entre autres choses. Cependant, si nous considérons les minéraux et leur répartition mondiale, pensez-vous que nous nous dirigeons vers un nouveau système multipolaire qui semble émerger autour de nous? Pourrions-nous nous diriger vers des guerres pour les minéraux ou les ressources naturelles? Si oui, où voyez-vous les points chauds potentiels en termes de politique et de disponibilité des ressources que d'autres désirent? Votre vision de la coopération pour une prospérité mutuelle est merveilleuse. Le problème est que, historiquement, l'Occident a été assez doué pour collaborer en assujettissant tout le monde. C'est aussi une forme de collaboration, mais où tout le monde n'obtient rien et l'Occident obtient tout. Je ne suis pas très optimiste quant à ce que ce modèle change. Il y aura une coercition pour acquérir les ressources les plus désirées au coût le plus bas possible. Alors, sur quel point chaud vous concentrez-vous? Well, I will start with the bad news and finish with the good news. Je commencerai par les mauvaises nouvelles et conclurai avec les bonnes nouvelles. Les nouvelles malheureuses sont que la bataille pour les minéraux a commencé il y a plusieurs années. Il existe des lois dans l'UE et aux États-Unis connues sous le nom de réglementation sur les minéraux de conflit. Aux États-Unis, on l'appelle la loi Dodd-Frank, qui concerne les métaux produits dans l'est du Congo, le Rwanda et le Burundi. Ces métaux comprennent l'étain, le tantal, le tungstène et le niobium. L'or est également fréquemment ajouté à cette liste de minéraux de conflit. Le tungstène, un métal spécifique, est utilisé dans l'industrie de la défense. Le niobium est également unique, avec 91% provenant du Brésil. La production de tantal est dominée par deux pays, le Congo et le Rwanda, qui représentent environ 70% du total. Ainsi, la bataille pour les minéraux a déjà commencé. Cependant, ce ne sont pas les grandes entreprises qui se battent pour cela, mais de petits groupes rebelles dans les forêts. Les gens parlent souvent de la guerre en cours au Congo, qui dure depuis les 20 à 22 dernières années. Cependant, ce n'est pas la même guerre que celle que Loro et Kabila ont commencé dans les années 1990 pour renverser Mobutu, qui avait un agenda politique. Leur plan était de marcher vers la capitale et de prendre le pouvoir. Les groupes armés auxquels je fais référence sont dans les forêts depuis 22 à 25 ans. Ils n'ont aucune intention de quitter la forêt et n'ont pas d'agenda politique. Leur objectif principal est d'intimider les gens et de s'assurer qu'ils restent loin des mines. Make sure that people stay away from the mining. And if you look at the map between the mining sites, si vous examinez la carte montrant les sites miniers et les zones de conflit, vous remarquerez un chevauchement significatif.
Toutes les mines ne sont pas impliquées, mais beaucoup le sont. Essentiellement, des groupes armés contrôlent les routes commerciales et vous devez leur payer une taxe à moins qu'ils n'exploitent eux-mêmes la mine. Ces minéraux se retrouvent parfois sur le marché international car leurs origines sont difficiles à retracer. Par exemple, lorsque vous achetez une bouteille de lait au marché, vous pouvez lire l'étiquette pour savoir de quelle ferme il provient. Cependant, si vous considérez un téléphone portable, il contient environ 8 éléments métalliques différents. Il est impossible de déterminer d'où provient un gramme particulier de cobalt ou de tungstène. Le tungstène, utilisé dans les téléphones portables et qui les fait vibrer, en est un exemple flagrant. Lorsque vous regardez un téléphone portable, vous ne pouvez pas dire d'où vient le cobalt ou le tungstène. Est-ce qu'il provient d'une mine où des frais devaient être payés à un groupe armé avant de pouvoir être vendus sur le marché? Malheureusement, la guerre pour les minéraux a déjà commencé. Elle n'est pas directement initiée par des acteurs étatiques, mais peut-être par leurs mandataires. Elle n'est pas non plus nécessairement motivée par de grandes entreprises, mais par des individus qui finissent par vendre ces produits sur le marché international. Au moment où vous réalisez que votre cobalt ou votre tungstène provient d'une zone de conflit, il est déjà mélangé avec du tungstène provenant d'une mine en Malaisie ou en Indonésie. A mine in Malaysia or Indonesia, it's melted together. You don't know anymore where the product is coming from. So unfortunately, les produits sont tellement entremêlés qu'il est difficile de déterminer leur origine. Malheureusement, c'est ainsi que cela a commencé. Des lois sont en place et sont peaufinées pour aider à réduire la quantité de minerais de conflit qui se retrouvent sur le marché international. Cependant, c'est une tâche très difficile en raison du grand nombre de ces mines, dont certaines n'ont même pas de registre dans les agences gouvernementales des pays où les métaux sont produits. Parfois, ces produits sont mélangés à des produits produits de manière éthique, ce qui rend encore plus difficile leur traçabilité. Sur une note plus positive, nous traitons actuellement de problèmes mondiaux tels que la transition énergétique, le changement climatique et la réduction des émissions de CO2. Si nous ne travaillons pas ensemble pour résoudre ces problèmes, il n'importe pas que des pays comme la Suède ou la Norvège réduisent leurs émissions de CO2 et produisent de l'énergie verte. Si d'autres pays comme l'Allemagne ou la Pologne augmentent leurs émissions de CO2, c'est comme une main qui lave l'autre. Si nous voulons gérer efficacement la réduction des émissions de CO2 et la transition vers une énergie verte, nous devons prendre des décisions collectives et prendre des mesures collectives. Nous devons travailler ensemble. Sinon, c'est comme si une personne versait de l'eau pendant qu'une autre la verse. Je ne dirais pas que je suis le plus optimiste, mais j'ai bon espoir que nous y parviendrons finalement. I wouldn't say I'm the most optimistic, but I'm full of hope that eventually we get to that. Si Dieu le veut, Jonathan. J'espère vraiment que ça se passera ainsi. Je suis juste inquiet que lorsque nous regarderons en arrière dans 40 ans, nous secouerons la tête et dirons, oui, nous avons encore été trompés, peu importe ce que c'était cette fois-ci. Jonathan Amici, merci beaucoup pour votre temps et pour votre explication. C'était très intéressant. Thank you, Pascal. Merci, Pascal.